Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Comment évaluer les soft skills des candidats externes ou internes? Un sujet qu'on vous propose aujourd'hui avec, avec Nicole. Alors tout d'abord, quelques petites règles qu'on se fixe entre nous pour fluidifier les échanges. Merci à tous de couper vos micros pendant la présentation si ce n'est pas fait. On aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin, donc on pourra là, à ce moment-là, échanger. Ou alors, si toutefois vous souhaitez intervenir à un moment, peut-être le signaler d'abord dans le chat pour s'assurer qu'on ne parle pas en même temps. Et pour information, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay d'ici une semaine à peu près. Donc, vous pourrez retrouver ce replay dans quelques jours. Alors, qui sommes-nous? Alors, nous étions initialement 3 personnes pour ce webinaire, Alexandra, Nicole et moi-même. Malheureusement, Alexandra n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais voilà, elle est avec nous par la pensée. Donc, à nous 3, en fait, nous sommes donc consultantes en talent development et coach. On a chacune plus de 10 ou voire plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil en ressources humaines. Donc, on vous laissera voir qui, selon vous, a 10 ans d'expérience ou plus. Alors, DBA Talent Development, nos activités en quelques mots hein, pour nous présenter. Donc, on a je dirais deux grands piliers. Le premier, c'est d'accélérer le développement des managers et des leaders de nos clients à travers différents dispositifs, assessment center, formation, coaching orienté solutions, feedback 360 et toutes sortes de bilan de carrière, outplacement, etc. Et puis également soutenir les équipes et les organisations dans les transformations. Donc là, c'est une démarche plus collective. Quand on dit transformation, ça va être dans des contextes à la fois de décroissance, malheureusement, auxquels on se pense souvent, mais aussi des contextes de croissance avec des besoins notamment de structuration. Et là, on peut vous proposer des solutions comme par exemple le coaching d'équipe, des ateliers d'intelligence collective, des analyses de pratique, du co-développement et divers groupes de travail. Donc voilà quelques mots pour nous présenter. Nicole, je te laisse peut-être présenter le programme de ce webinaire d'aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, notre programme ce matin autour des soft skills, on en entend parler depuis longtemps, mais ça reste tout de même finalement quelque chose d'assez vague, d'assez générique quelquefois. Et quand on a réfléchi au webinaire de ce matin, on s'est dit, mais c'est un sujet que nous pensons maîtriser, sans doute un peu plus, et on avait envie de vous partager, de partager avec vous ces notions-là. Donc voilà pourquoi dans le programme on a cette notion de soft skills avec une notion très large. On va voir ça ensemble. Comment ça marche? Et puis après, quand on a appréhendé cette notion-là, eh bien, on peut se demander comment on va les évaluer, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les outils et techniques d'évaluation que l'on peut proposer et comment, à ce sujet, DVA peut vous aider. Alors du coup, Nicole, si tu peux nous en dire plus sur cette notion de soft skills. Voilà, alors, cette notion de soft skills, je vais vous en parler, mais avant, je vous laisse quelques minutes, on vous laisse quelques minutes si vous voulez bien, pour nous dire ce que sont d'après vous les soft skills. Et merci de nous l'écrire, comme ça on pourra rebondir sur ce que vous dites, s'il vous plaît. On vous laisse donc 3 minutes pour nous faire partager ce que sont pour vous les soft skills. Vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition si vous êtes familier de Teams. Hein, vous avez la partie conversation où vous pouvez là répondre, partager vos réflexions sur cette question.
Laetitia, on te laisse nous partager peut-être s'il y a des premières réponses. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. C'est que ce n'est pas une question donc évidente. Je vois Mathilde qui dit que ce sont des compétences comportementales. On nous dit aussi que c'est la créativité, compétences comportementales, dit Fatima. Ensemble des compétences non techniques de l'ordre du savoir-être, ce que je vais solliciter pour faire face à une situation. Savoir-être, dit Nathalie. Tout le monde sait en parler. Les soft skills sont des compétences transversales utilisées et utilisables. Je n'ai pas vu la suite. Qualité intrinsèque de la personne. Compétences comportementales, traits de personnalité, dit Joseph. Compétences sensibles. Capacité d'adaptation notamment. Et savoir-être, dit Béatrice. Pas mal de réponses. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Du coup, Nicole, peut-être peux-tu nous présenter ce que nous aussi, on appelle le soft skills afin de se mettre d'accord sur ce concept entre nous. En fait, vous avez tous bon, parce que la notion de compétence comportementale, elle ressort beaucoup dans vos réponses, et la dimension savoir-être, le côté intrinsèque. On va voir ce que ça veut dire dans les soft skills, la dimension intrinsèque. Mais donc tout le monde a une notion de ce que sont effectivement les compétences comportementales, ou les soft skills plutôt. Alors, comment ça se divise les skills? On a deux espaces, en fait. L'espace hard. En fait, le hard, ce sont, on écrit ici les compétences académiques et techniques. Enfin, c'est l'espace de la connaissance. Ce sont les compétences techniques acquises au cours de formation. Et on pourrait aussi dire un savoir-faire. On a cette notion de savoir-faire qui apparaissait et qui est toujours valide à notre avis. Un savoir-faire pratique nécessaire à l'exécution de certaines tâches. Voilà pour l'aspect hard. Et sur le soft, on a ces fameuses compétences comportementales, et que nous, on définit comme la partie visible de la personnalité, et qui est mobilisable différemment selon l'environnement de travail ou de la situation. Autrement dit, on pourrait aussi nommer ça comme des savoir-être, quelqu'un l'a dit. On sait aussi que ces soft skills, elles sont évolutives et mobilisables en fonction des situations, et qu'elles sont de plus en plus essentielles dans les jobs que nous avons. On a les fameuses compétences techniques et le hard, mais aujourd'hui, quand on fait une définition de fonction ou quand on recherche un collaborateur, on a une partie technique, mais la partie comportementale prend de plus en plus de place, et on cherche des gens qui vont être capables de diriger, de gérer, d'accompagner, de concevoir toutes ces compétences comportementales qui ont du sens dans un poste, et qui, quelquefois, ne sont pas si faciles à décrire et à mesurer. Et c'est de ça dont on va parler, et c'est là où on va essayer de vous aider, et pour savoir comment ces soft skills, déjà comment ça marche, et puis ensuite comment on va pouvoir les mesurer et les évaluer. En fait, on a d'un côté,
comme vous le voyez sur le slide, l'expérience acquise, avec les connaissances et les expertises. On pourrait donner comme exemple, pour nous, dans la famille RH, les relations sociales et le juridique, par exemple. Ça, ce sont des connaissances et des expertises. Et en face, un potentiel inhérent. Quelqu'un d'entre vous a utilisé le mot inhérent tout à l'heure et c'est fort juste. En fait, et il y a quoi dans ce potentiel inhérent? Il y a des aptitudes, la personnalité et les motivations. Alors les aptitudes, c'est analyser, synthétiser. La personnalité, en fait, on a 5 traits de personnalité autour de la curiosité, stabilité émotionnelle, sociabilité, fiabilité, amabilité. Ça, c'est notre construction et c'est vraiment inhérent à notre personnalité, ainsi que la motivation, même si l'on sait qu'au fil du temps, la motivation, nos leviers de motivation bougent, mais on a quand même un socle qui est important. Et quand on mélange ces deux éléments, Alexandra, si elle était là, elle dirait que ça nous fait du café au lait et que ça correspond donc aux compétences comportementales. Pourquoi le café au lait? Parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas toujours dans la compétence comportementale d'où vient qui et quoi, si ça vient de l'expérience et si ça vient du potentiel, mais ça vient forcément des deux. Et ça donne les comportements, les compétences comportementales et les comportements observables. Et c'est quoi pour nous une compétence? C'est par exemple une capacité à décider, une capacité à animer, à communiquer. Bon, et on pourrait en lister un certain nombre. On a un inventaire de compétences comportementales qui est important avec des définitions. Voilà. Du coup, Nicole, est-ce que tu peux peut-être nous partager une proposition de définition d'une soft skills? Alors, vois-tu, une proposition de définition d'une soft skills, c'est un ensemble, on va le dire, je dis très académiquement, un ensemble. Ah. Si vous avez la possibilité peut-être de couper vos micros, on a un bruit de fond. Peut-être vous pouvez couper les distances de tout le monde. C'est fait. C'est Ça y fait, est. normalement. Merci. Merci. Donc, les soft skills, comment ça marche? C'est un ensemble cohérent et évolutif de connaissances, capacités, attitudes qui se manifestent dans des comportements observables et qui ont une valeur prédictive pour la réussite dans une fonction. C'est beau, hein? Et il y a des mots importants là. C'est le côté évolutif, le côté mélange de connaissances, capacités, la manifestation dans des comportements observables. On verra après que cette notion de comportement observable est essentielle pour évaluer. Et la valeur prédictive pour la réussite dans une fonction, c'est important parce que sans doute qu'on a une capacité avec les comportements observables à prédire la réussite dans un job ou dans une situation. Et on peut le dessiner de la manière suivante. On a donc la dimension intention, désir de faire et motivation qui est plutôt intrinsèque, qui vient de l'intérieur et qui, au niveau de la motivation, est associée aux besoins psychologiques de l'individu. Au milieu, vous voyez qu'on a une forme de boîte noire où tout est un peu dedans, un peu mélangé, avec une sorte de disque dur où sont inclus les traits de personnalité, on l'a vu tout à l'heure, les attitudes, les savoirs, et qui finalement en visible se transforment en ces fameux comportements c'est ce que l'on voit et qui joue sur la notion d'impact et de performance. Si vous avez des questions, bien sûr, on y répondra en fin de présentation.
Un élément important que partageait Nicole, c'est le côté évolutif. Des personnes citaient les traits de personnalité qui font partie hein, des soft skills, enfin, qui ont une incidence. La différence essentielle, à notre sens, hein, c'est que les traits de personnalité, en fait, c'est quelque chose qui est stable. Ça fait vraiment, voilà, partie de nous. Là où les comportements, les soft skills, c'est une bonne nouvelle, les compétences comportementales, c'est évolutif, comme le disait, Nicole. Donc, Exact. c'est la partie sur laquelle, on a, un potentiel d'apprentissage, et de développement. Et du coup, Nicole, finalement, on parle de soft skills, on en parle beaucoup, on en cite, beaucoup. Quels sont les soft skills aujourd'hui qui sont les plus recherchés, par le marché, par les clients, par les entreprises? Alors, on voulait vous présenter ce matin une étude qui a été réalisée par To Do Skills et une étude complète avec 850 RH qui ont répondu à ce questionnaire sur les 12 soft skills les plus attendus en 2023. Donc, je vous laisse les regarder là, mais en même temps que vous les regardez, on peut vous dire que il y a eu un élément important. La précédente était en 2021 et entre 2021 et 2023, la notion de sens du collectif est apparue. Elle n'y était pas auparavant et vous voyez, elle prend la position 4 et sens du collectif, alors que la notion de flexibilité et d'adaptabilité qui était en 3 a disparu des 12 compétences, des 12 soft skills les plus attendues. Donc, on va quand même les regarder ensemble si ça vous convient. La 1, c'est l'écoute active avec la notion de écouter, comprendre le verbal, le non-verbal et questionner. C'est vraiment ça, la notion d'actif, c'est vraiment questionner et regarder en 360. La communication orale, transmettre des infos et des idées de façon claire et synthétique, on se rend compte que la communication écrite n'est plus dans ces soft skills, si on pensait que ça en était une, et c'est un élément qui peut tout de même questionner. Le respect, en fait, le respect, c'est traiter avec dignité, équité et un sens de l'éthique. Le sens du collectif est entendu par travailler avec les autres autour d'un objectif commun sans mettre en avant son intérêt personnel. On a ensuite la notion de responsabilité avec le concept de l'engagement par rapport à l'entreprise et par rapport à ses équipes. Intégrité, avec donc là une notion autour encore de l'éthique, de l'honnêteté et de digne de confiance. Arrive en position 7, l'autonomie, travailler de manière indépendante en étant responsable et sans besoin de trop grande supervision. La curiosité, en fait, ouvert, poser des questions tout le temps, chercher à comprendre. La notion d'attitude positive aussi qui est importante et qui est recherchée, c'est-à-dire des gens qui font preuve d'optimisme et de résilience, un mot fort aussi, et de résilience par rapport aux obstacles. Faire confiance, c'est si beau, faire confiance, et ce sont des relations de travail basées sur une confiance mutuelle. Donc là, ça apparaît comme une compétence, une soft skills importante. Capacité à résoudre des problèmes complexes, identifier, analyser et chercher à les résoudre. Et la dernière, l'ouverture à la nouveauté, c'est-à-dire c'est la capacité à... Oui, tout à fait. L'ouverture à la nouveauté, me dit quelqu'un, ça induit la flexibilité. Oui, là, je suis d'accord avec vous et c'est un peu noté comme la capacité à être ouvert au changement. C'est plus sur la notion d'ouverture au changement que de flexibilité que cette définition apparaissait. Voilà.
c'est intéressant de voir que finalement le sens du collectif apparaît. C'est même surprenant qu'il n'apparaisse que maintenant et que il y a des éléments autour finalement des dimensions interpersonnelles et intrapersonnelles qui sont extrêmement importantes. Nicole, tu avais une question de Sandrine. Comment on peut expliquer la disparition de la flexibilité à l'heure où il faut être agile dans les entreprises? Oui, bah, merci Sandrine pour la question. T'en prie. Je pense que peut-être que finalement la flexibilité, on va la trouver ailleurs, tu vois. On va la trouver dans la curiosité, on va la trouver dans la résolution de problèmes, aussi dans l'ouverture à la nouveauté. Euh, et, et c'est un peu ce que je sais te dire parce que on a été nous-mêmes aussi un peu surprises que ce soit sorti euh, et que peut-être finalement ça n'est plus discriminant. On pourrait peut-être aussi se dire ça. Aurélie, tu penses à autre chose, toi? En fait, sur cette étude, il y a 48 compétences comportementales qui ont été proposées, hein, enfin remontées par les DRH, les responsables RH. La flexibilité apparaît quand même dans ces 48. Donc là, c'est un focus effectivement différent qui nous avait étonné un peu. Mais vous voyez que le focus est plutôt mis sur toute la partie en fait relationnelle. Et Euh, interpersonnel, intrapersonnel. Absolument, absolument. Et en fait, on revient sur ce collectif-là où peut-être ces dernières années, de par le contexte, il y a une forme d'isolement quand même. Et puis là, il y a la volonté, je pense, de renouer avec cette notion de collectif, de cohésion entre les équipes, à revenir ensemble, etc. Donc ça peut expliquer peut-être ce focus plus particulier sur cette dimension interpersonnelle, comme le disait Nicole. Merci beaucoup. Donc, Aurélie, pourrais-tu nous éclairer sur la façon dont on va évaluer ces soft skills? Oui, merci Nicole. Donc effectivement, maintenant qu'on sait de quoi on parle ensemble, les soft skills, maintenant rentrons dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment les évaluer. On vous propose quelques bonnes pratiques, une méthodologie, je dirais, globale. C'est tout d'abord de bien intégrer cette notion dès le début, c'est-à-dire lors des briefs de poste que vous pouvez faire, vous, en tant que RH avec les opérationnels ou que vous faites, vous, en tant qu'opérationnel. Donc, bien d'intégrer cette notion. Au-delà des compétences métiers, techniques, quels sont les soft skills que j'attends de la part de mon futur collaborateur ou de mon collaborateur actuel. Bien définir chaque compétence, c'est essentiel de savoir de quoi on parle avant de pouvoir les évaluer. Donc, on vous proposera aussi quelques bonnes pratiques à la suite pour cette partie. Alors, on peut le faire conjointement pour aider à la définition d'une compétence. Qui peut être intéressant, c'est de la décliner sous forme de comportement concret, observable. Ce qui permet en fait de bien partager une définition commune et de savoir déjà comment est-ce que on va faire la différence entre une personne qui a cette compétence ou qui ne l'a pas, au travers de ce qu'elle va montrer dans ses comportements. Une fois le sujet, je dirais, de l'évaluation bien identifié, donc ces compétences, c'est là qu'on va être en mesure de choisir les outils, les techniques d'évaluation les plus adaptés en fonction de ce que vous allez rechercher à évaluer. Un outil, une technique sera plus ou moins adapté. Et enfin, de bien garder en tête qu'il est important de définir une échelle de mesure. C'est-à-dire si vous souhaitez évaluer sur une échelle qui va de 1 à 5, on prend un peu le classique que l'on a notamment sur les entretiens annuels. Qu'est-ce que signifie un positionnement en 1? Qu'est-ce que ça signifie en 2, en 3, en 4, en 5? Donc pour s'assurer en fait que les personnes soient évaluées sur cette même échelle
et que vous puissiez, par exemple, faire la différence entre 2 candidats si, vous êtes dans le cadre d'un recrutement. Donc, se mettre d'accord sur ce que l'on évalue, la définition de la compétence, bien choisir les outils, les techniques d'évaluation et puis enfin, se mettre d'accord sur cette échelle de mesure pour être en mesure de positionner suffisamment finement et de façon, discriminante, les différents candidats ou collaborateurs. Si on rentre maintenant un petit peu plus, dans le détail de ces étapes, donc pour le brief de poste, qu'on dit orienté, soft skills, là, on vous propose un peu une trame, en tout cas, des questions à vous poser conjointement, que vous soyez RH ou opérationnel ou recruteur externe. Voilà, ce sont des choses, qui nous semblent importantes. Alors, on va quand même toujours partir, bien sûr, du poste, interroger sur les missions, les objectifs du poste, le contour, le périmètre de responsabilité, enfin, toutes les questions, je dirais, classiques sur, voilà, le poste en lui-même, la définition de fonction. Les compétences, techniques, là, les hard skills, vous pouvez les interroger, bien sûr, aussi à ce moment-là, parce qu'elles restent, importantes. Les résultats attendus, quels sont les résultats, qui sont demandés à la personne lorsqu'elle prendra ce poste? Donc pour avoir vraiment une feuille de route, de celui-ci. Et puis ensuite, quand on rentre vraiment sur la partie, on va dire soft skills, l'objectif, c'est finalement d'identifier, les 5 compétences qui font, la différence. C'est-à-dire qui font la différence entre plusieurs candidats, mais qui font surtout la différence entre un candidat qui va être, performant, efficace, à l'aise dans ce poste versus, une personne qui, rencontrerait, des difficultés. Donc c'est les compétences discriminantes. C'est les compétences aussi qui vont faire la différence entre, ce qui est demandé à la personne sur ce poste et ce qui va être plutôt du ressort de son N+1 ou ce qui va être plutôt du ressort de son N-1. Donc c'est vraiment de bien identifier, ce qu'on attend spécifiquement de la personne à cet endroit, je dirais. Donc quelques questions que vous pouvez par exemple, poser, c'est, donc quels sont les comportements efficaces pour le poste? À l'inverse, quels sont les comportements inefficaces, pour ce poste? Là, vous pouvez avoir des réponses très variées, hein, mais par exemple, bah, c'est essentiel que la personne travaille avec les autres départements parce que c'est une fonction, centrale. Très bien. Donc quels sont les comportements efficaces pour le poste, pour réussir sur cette dimension? Ah, c'est essentiel que ça soit quelqu'un qui aille au contact, qui sollicite les points de vue, qui aille chercher l'information, qui soit proactif. Vous voyez, vous allez à un niveau là, plus fin finalement, dans la compréhension des attentes sur le poste. C'est toujours bon de poser la question inverse, hein, c'est-à-dire quels sont les comportements inefficaces? Comment est-ce qu'on pourrait, ne pas réussir sur ce poste? Qu'est-ce qui serait vraiment, handicapant, gênant, contre-productif. Comment doit agir le futur salarié pour obtenir de bons résultats? Ça, c'est une autre formulation, possible et puis à l'inverse, toujours, à l'inverse, que doit-il, ne pas faire? Comment se comporterait un collaborateur moins performant? Là, ça va vous permettre, voilà, de faire encore une fois la différence et de bien mesurer les différentes, échelles, hein, de performance. Et enfin, quel comportement a une incidence positive ou négative sur l'activité? Donc ça, ce sont des exemples de questions qu'on vous propose, que vous pouvez poser et qui permettent, d'aller plus loin à notre sens sur, l'identification des soft skills. Il y a certainement plein d'autres, questions. Là, ce sont juste des exemples et n'hésitez pas à partager vos propres, bonnes pratiques, si, voilà, si vous en avez à partager, à l'ensemble du groupe. Donc on a vu que c'est important, voilà, de bien, identifier, on va dire, ces 5 compétences. Maintenant, c'est aussi important de comprendre, ce qu'elles signifient. Donc là, avec ces questions, normalement, vous avez plus d'éléments. Mais voilà, c'est important de bien clarifier, le sens donné, à chaque compétence. Et là, on souhaitait vous proposer,
voilà, de vous poser une question, en fait. Nicole citait tout à l'heure dans le top 12 des compétences recherchées, des soft skills, l'intégrité. Si vous pouvez voilà, partager avec nous, qu'est-ce que c'est pour vous l'intégrité? Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez partager vos commentaires dans le chat, Dans le chat. s'il vous plaît. Lucie dit honnête, fidèle à ses valeurs, rester fidèle à ses principes. Synonyme de loyauté et honnêteté. Aligné avec les valeurs de l'entreprise. Honnêteté, absence de mauvaises intentions, dit Cécile. Être cohérent avec soi, même entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Aligné avec ses valeurs. L'honnêteté vis-à-vis de l'employeur, les clients, les collègues. Fidèle. Attacher, afficher des valeurs et les appliquer. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces réponses sur l'intégrité. Et bravo, parce que c'est pas facile. Hein. Ça n'est pas facile quand on dit, quand vous avez un manager qui vous dit, bon, je voudrais bien un collaborateur qui est intègre, qui a de l'énergie, qui est enthousiaste et qui travaille beaucoup, quoi, hein, qui est capable d'aller jusqu'au bout de son projet. Nous, RH, ou nous, recruteurs, ça n'est pas si facile à transformer en comportement observable. Comme Aurélie le disait, il faut le faire au travers de questions pour aider. On a une mission qui est d'aider aussi le manager à clarifier ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et donc faire ce travail sur finalement ce qu'est réellement une soft skills, et puis aussi comment on va la définir, parce que le plus on sera précis dans la définition, évidemment, plus facile sera l'évaluation et plus juste sera-t-elle. Donc, on va continuer cette présentation en vous disant comment évaluer les soft skills, en commençant par faire une définition. Et on a commencé par l'inverse, en disant c'est quoi une définition qui nous complique la tâche. Et c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple deux compétences en une seule. Vous voyez, on se dit, la première définition, c'est s'informer en appréhendant la complexité. On a vu tout à l'heure dans les soft skills qu'il y avait la notion d'information et il y avait la notion de complexité dans la décision. Donc là, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on ne sait pas, peut-être les deux, on va mettre une moyenne, mais on ne sait pas qui l'emportera. Est-ce que c'est la complexité qui sera finalement le point fort, ou est-ce que c'est la notion d'information? Pour le coup, ça complexifie l'évaluation. Coopérer, savoir travailler en réseau, collaborer aussi, plusieurs compétences dans une même phrase, ainsi que rechercher l'amélioration permanente, être créatif. On a toujours envie, évidemment, d'avoir quelqu'un qui va avoir le champ le plus large possible pour atteindre ses objectifs. Mais je pense qu'à ce moment-là, nous devons d'être précis, factuels, et se dire qu'est-ce qu'il y a d'absolument nécessaire, ce que tu disais Aurélie tout à l'heure, d'absolument nécessaire dans cette compétence que l'on va pouvoir finalement mesurer autour notamment de comportements observables.
Donc, soyons vigilants pour avoir une définition qui soit bien autour de la compétence recherchée. Soyons vigilants aussi par rapport à la complexité. On vous a proposé la compétence s'engager, avoir de l'influence à long terme sur autrui en s'impliquant en parole, en attitude et en acte sur les valeurs, les enjeux, les orientations, les objectifs de l'entreprise en recherchant la performance. En fait, c'est du vécu pour nous, ça. C'est une compétence qu'on nous a demandé d'évaluer. On s'est dit, mince, ça va pas être facile. Et on a travaillé avec notre client pour dire que, effectivement, dans cette définition, d'ailleurs, déjà elle est complexe, mais on a au moins 3 compétences qu'on pourrait évaluer. Donc, soyons vigilants sur la définition qui est la première étape essentielle de la compétence, ne pas vouloir en faire trop et rester précis sur ce que l'on va vouloir et pouvoir surtout observer. On a encore une autre façon de faire une définition qui nous complique toujours un peu la tâche, c'est on met tout ou partie d'une compétence dans les autres. S'engager. On voit que dans s'engager, on a la notion de avoir de l'influence à long terme sur autrui, en s'impliquant en parole, en attitude et en acte, sur les valeurs et les enjeux, les orientations. Bon, là, on peut trouver ça un peu long, mais on a cette notion, on a l'impression que cette notion d'avoir de l'influence est importante dans la compétence s'engager. Et on se rend compte que finalement, la compétence qui est savoir communiquer, avoir de l'impact, eh bien, on a aussi cette notion de communiquer clairement, atteindre un but prédéterminé en faisant accepter ses idées par les autres, en utilisant des arguments convaincants et avoir un impact positif sur ses interlocuteurs. On vous laisse avoir un peu un esprit critique sur ces définitions et en même temps en étant humble, parce qu'en fait, nous, on sait faire ça. En fait, quelquefois, nous tous, quand on veut faire une définition, on a beaucoup de choses à dire et envie de mettre des éléments qui vont nous aider. Or, ça n'est pas aidant. Ça vraiment, ça complexifie, ça complique. C'est plus que complexifier, ça complique et ça amène des risques de dérapage sur les évaluations des soft skills. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, Nicole, mais qu'est-ce que l'on fait alors? C'est quoi une bonne définition? Alors là, cette fois-ci, on a été précis, un mot par ligne presque. Simple, vous l'avez déjà pressenti dans ce qu'on disait, elle est simple, elle est claire, et on pourrait dire aussi qu'elle est assez courte finalement. Si elle est simple, elle est plutôt courte, et on est vigilant sur les mots que l'on utilise. Elle est univoque, donc dans le univoque, on entend ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on n'a pas de compétences dans une. Bien évidemment, elle est partagée par l'entreprise parce que chaque entreprise a son wording, a ses mots et puis évidemment son contexte. Donc, on pense quelquefois que la définition d'une compétence, elle peut être différente d'une entreprise à une autre en fonction du contexte de l'entreprise. Et donc, c'est à revisiter à chaque fois. Et puis, elle s'intègre dans une vision des différents niveaux de responsabilité. Nous proposons, nous, souvent, finalement, d'utiliser les mêmes compétences pour des niveaux de responsabilité différents qui vont des managers aux chefs de service, à des dirigeants, et qui peuvent donc avoir, là pour le coup, une définition très différente, et ça n'est pas illusoire de pouvoir le faire, et ça permet
Donc, finalement, d'avoir un vocabulaire commun dans l'entreprise au niveau des compétences et de favoriser et d'être éclairant sur les différentes étapes, les différents steps et peut-être de faciliter des évolutions et des mobilités. Quelqu'un me disait sur le chat là que Univoque, ça n'était pas facile à faire. Ça n'est pas facile, mais je pense que il faut tendre vers et se dire que finalement, qu'est-ce qui peut être le critère? C'est rester sur quelque chose de simple et court et de le faire partager avec quelqu'un d'autre, c'est intéressant pour avoir une autre lecture. Mais c'est sûr que c'est important de ne pas courir le risque d'avoir deux compétences dans une définition. Sans ça, on va fausser les résultats. Alors, on va vous dire maintenant on vous donne pour la fin quand même un exemple sur la définition, une bonne définition. Merci Eric pour votre commentaire. Une bonne définition de la compétence sur la prise de décision et décider. Regardons ensemble. Décider au bon moment, même dans les situations incertaines, sans se laisser influencer par les oppositions ou obstacles. Veiller à la mise en œuvre des décisions. Je pense que là, c'est simple. En fait, on traite ce sujet-là. La définition est claire. Univoque, partagée par l'entreprise, on ne sait pas le dire. Mais elle est, on voit, courte, simple et claire. Et ce qui stick, ce qu'on évoquait au slide précédent, et finalement, là, quand on va observer et évaluer cette compétence, et Aurélie va nous en parler maintenant, on aura moins de difficultés et de risques de dérive. Merci, Alors, merci à toi. Nicole. À toi, Aurélie. Alors, pour aider aussi à la définition des compétences, comme on disait tout à l'heure, ce qui peut nous aider, en tout cas nous, dans notre pratique, c'est ce qui nous aide bien souvent, c'est d'interroger sur les comportements concrets, observables. Pour savoir, par exemple, Nicole donnait l'exemple de la décision, qu'est-ce qu'on attend en termes de comportement sur cette compétence. Donc là, on vous propose, comme tout à l'heure, des petits exemples de questions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous assurer de la bonne compréhension mutuelle des compétences. Par exemple, quand on est sur la compétence organisation-pilotage qu'on retrouve très souvent, c'est tout simplement de demander qu'est-ce que doit faire le salarié, le collaborateur, le candidat pour que je sois en capacité de dire qu'il organise ou pilote correctement son activité. Quelles sont les actions concrètes, les comportements observables qu'il doit adopter. Qu'est-ce qu'un salarié doit faire pour que je dise qu'il manage son équipe? Ça, c'est un grand classique. Les clients qui me disent moi, je veux que ce soit un manager. D'accord. Mais ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi un manager? C'est quoi un bon manager? Et notamment, c'est quoi un bon manager au sein de cette équipe, de cette entreprise? Là, on se rend compte qu'il peut y avoir de vraies différences. Vous allez retrouver, nous, on a eu des clients tantôt qui vont nous dire bon manager, alors pour moi, c'est celui qui donne des objectifs et puis qui tient son équipe, voilà, qui donne des consignes très claires. Et puis à côté, vous allez avoir d'autres personnes qui vont dire moi, un bon manager, c'est vraiment celui qui va faire du feedback, développer les équipes. Donc, et ça peut être tout ça, finalement. Mais ce qui est important, c'est de le comprendre. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va rechercher quand nous, on va évaluer les compétences de management. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? De la même façon, que doit faire un salarié pour que je dise qu'il coopère de manière transversale, qu'il atteigne ses résultats?
à chaque fois, pensez bien qu'on peut poser la question en miroir, hein. C'est souvent aidant d'ailleurs. Nous, on le constate notamment lors des briefs de poste quand on demande bah, c'est quoi une personne qui manage bien son équipe. Bah, la réponse parfois est bah, c'est mon manager. Enfin, ça me paraît évident. Si vous demandez mais ce serait quoi un mauvais manager? Qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas voir comme comportement, comme action chez votre collaborateur? Là, souvent, les langues se délient davantage. Donc, c'est un bon angle, à notre sens, pour aborder ces questions et voilà, amorcer la discussion. Autre question, donc comment doit-il s'y prendre pour, puis vous reprenez les éléments précédents, hein, comment doit-il s'y prendre pour bien organiser ou piloter son activité, manager son équipe, coopérer de manière transversale, atteindre ses résultats. Donc vous voyez que l'objectif à travers ces questions, c'est finalement de passer de définitions qui sont parfois très génériques, qui peuvent manquer de clarté, à passer à quelque chose de beaucoup plus concret, d'observable, pour bien savoir ce que vous devez, encore une fois, évaluer. Donc ça peut vraiment être aidant, hein, pour la phase précédente que vous présentez, Nicole, de descendre à ce niveau de granularité. C'est pas obligatoire, c'est pas forcément l'un à la place, enfin la suite de l'autre, mais ça peut être voilà, un angle de réflexion intéressant. Voilà, alors pour vous donner l'exemple, par exemple, Nicole, vous parlez de la décision tout à l'heure, on s'est prêté à l'exercice, hein, donc on a la définition précédemment présentée par Nicole. Maintenant, comment est-ce qu'on peut décliner cela sous forme de comportement concret observable? Donc voilà l'exemple qu'on vous propose. Donc la prise de décision ou décider, hein, pour nous, c'est similaire. Donc décide rapidement si les circonstances l'exigent. Donc là, vous avez un premier comportement qui est observable, sur lequel vous êtes en mesure de positionner la personne. Prends position, y compris en situation incertaine. Prends une décision après avoir évalué ses conséquences. Imagine plusieurs alternatives avant de proposer une solution. Et enfin, entreprend des actions à partir des décisions prises. À notre sens, ça répond finalement à 2 objectifs là, à la fois de clarté, pour vous assurer que vous évaluez ce qui est à évaluer, et puis ça vous permet aussi de rentrer dans un niveau de finesse plus important, parce que vous aurez peut-être des personnes qui sont bien positionnées, par exemple sur le premier item, décident rapidement si les circonstances l'exigent, là où elles seront peut-être plus en retrait sur entreprendre des actions à partir des décisions prises. Donc ça vous permettra aussi d'avoir une finesse encore plus importante pour évaluer au sein même de la compétence. Voilà, on va peut-être passer à la question suivante, Nicole, pour avancer Oui. sur la dernière partie. Tout à fait. Alors, pour rentrer, voilà, pour revenir un peu sur les 3 premières étapes qu'on vous a présentées, donc finalement, c'est la partie définition, hein, des soft skills à évaluer. Pourquoi c'est important de passer par ces étapes? Parce qu'on voit que plus la compétence est bien définie, est claire, précise, plus elle est déclinée potentiellement en comportement concret et observable, et plus il sera facile de bien choisir les outils d'évaluation. On ciblera bien les outils d'évaluation qui sont adaptés pour ces compétences spécifiquement. Ce ne sera pas toujours les mêmes. Plus l'évaluation sera objective, puisque vous saurez, hein, ce sur quoi vous devez évaluer, et au travers d'éléments concrets, palpables, observables. On ne sera pas sur le je sens qu'il décide bien. C'est finalement quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui vous amène à dire que cette personne a cette capacité de prise de décision? Et vous redescendez voilà, sur des critères, des facteurs objectifs et factuels. Plus il y aura aussi de consensus entre les RH et les opérationnels, puisque bien sûr, tout ce qu'on vous a présenté, c'est à partager entre les différents acteurs de l'évaluation, donc les RH, les opérationnels, peut-être d'autres personnes que vous intégrez au sein de votre entreprise. Donc,
plus vous êtes d'accord entre vous sur la compétence, sa définition, et moins il y aura de débat à la suite sur, par exemple, ah ben moi je trouve qu'il décide très bien parce qu'il décide vite, là où l'autre personne dira, bah non, pour moi, il décide pas bien. De toute façon, il n'y a rien qui se passe derrière, donc il n'y a pas d'action. Donc vous voyez, en se mettant d'accord sur on parle de quoi, la discussion aussi est facilitée entre les personnes évaluatrices. Et plus on identifiera avec précision les points forts et les axes de progrès du candidat, notamment au travers des comportements observables, à travers l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où on gagne en finesse et en nuance hein, sur l'appréciation du positionnement, du niveau d'un collaborateur sur une compétence. Juste quelques mots, alors des éléments que Nicole a déjà partagés finalement tout à l'heure, c'est quels sont les risques finalement d'une compétence qui n'est pas suffisamment clairement définie et notamment quand tout est dans tout et partout. Le risque en fait, c'est d'avoir des scores moyens et donc des candidats moyens. Si vous avez un collaborateur où la compétence, c'est vous allez retrouver, il faut que je sais pas, vous avez deux choses différentes dans une même compétence. Vous allez avoir une dimension qui va pousser dans un sens, une autre dans l'autre. Et donc, finalement, vous allez le placer au milieu. Si vous avez, j'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas si Nicole, tu as un exemple, ça me perd. Si vous avez, il respecte et fait respecter les normes et les procédures, par exemple. Vous pouvez avoir une personne qui respecte elle-même les procédures, donc là, ça va plutôt être un score positif. Et par contre, faire respecter les normes et les procédures par les autres, non. Finalement, comment vous faites? Vous retrouvez un peu sur une moyenne. Il respecte lui, mais il ne fait pas respecter aux autres, donc dans le doute, je le positionne au milieu. Le risque, c'est aussi de pénaliser injustement un candidat plusieurs fois ou de favoriser injustement un candidat plusieurs fois. Parce que vous allez retrouver un élément dans plusieurs compétences et donc qui va soit le pénaliser, soit le favoriser. Ça arrive très souvent, le risque principal que nous on voit, c'est avec tout ce qui a trait à l'agilité intellectuelle, où finalement, ça peut être, c'est un vrai risque, il faut faire bien attention pour avoir une personne qui n'a pas compris, par exemple, une question ou une situation. Il faut que vous fassiez attention que ce n'est pas ça que vous évaluez, c'est-à-dire partez du postulat, ok, bon, il n'a pas compris la question, mais qu'est-ce que, malgré, avec son niveau de compréhension, qu'est-ce qu'il a montré comme compétence? Voilà, donc d'être bien ciblé sur une compétence précise. C'est très important ce que tu dis là. Ouais. Très Nous, important. c'est quotidien, hein. C'est-à-dire c'est une question à se poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'évalue et de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre compétence qui interfère et qui porte préjudice ou à l'inverse, qui le favorise. Absolument. Donc, Aurélie, Et puis, oui. Aurélie, j'ai une remarque sur le chat. On est d'accord sur le fait que pour évaluer la qualité de la réponse du candidat, on ne se contente pas de réponses générales, mais on lui demande un exemple concret. Contexte, action personnelle, résultat. Absolument. Absolument. Alors, c'est une technique d'entretien, mais nous, qu'on préconise, c'est vraiment d'aller sur des exemples, des éléments concrets, et ne pas rester effectivement sur ce qu'on appelle du déclaratif. Vous le verrez après dans les outils que nous, on préconise, c'est vraiment de multiplier effectivement les sources d'informations, mais surtout d'aller vers du concret, de la précision, de bien tout illustrer. Tout le monde est en capacité de vous dire moi, je travaille en équipe. Ah oui, si vous vous arrêtez là, finalement, vous ne ferez pas la différence entre deux personnes. Donc, c'est donnez-moi un exemple qui illustre votre capacité justement à travailler en équipe ou à travers des différents comportements. Donc, effectivement, merci pour cette remarque. C'est essentiel d'aller sur
des exemples avec le contexte, le comportement de la personne, les résultats, comme vous disiez, ce qu'elle aussi en tire comme leçon, parce que vous pouvez avoir des exemples de réussite et puis des exemples aussi de difficultés qui sont tout aussi apprenants sur les compétences de la personne. Merci pour cette remarque. J'ai une autre remarque, Aurélie, de Sylvie. Oui. Dans l'exemple donné tout à l'heure sur la définition de la prise de décision, il y a selon moi 2 compétences, celle d'être capable de décider et celle d'agir ensuite pour vérifier la mise en œuvre des décisions prises. D'où l'importance d'aller sur ces différents indicateurs. Notre propos n'est pas de dire qu'il y a une bonne définition ou pas, mais en tout cas, c'est d'être d'accord sur ce qui la compose. Et de s'assurer que, par exemple, vous dites passer à l'action après la décision, c'est bien de s'assurer que cette dimension-là ne se retrouve pas ailleurs, dans une autre compétence. Et Thierry dit, donc, pardon Aurélie, donc pour un bon recrutement, il faut du temps, c'est-à-dire aller potentiellement jusqu'à une procédure d'assessment. Potentiellement, ça va vraiment dépendre, hein, c'est pas toujours adapté. Alors, nous, forcément, c'est notre métier, donc on est très fervent de ce type d'outils, bien sûr, mais c'est pas forcément ce que vous allez préconiser tout le temps. Ça dépend ce que vous appelez assessment aussi, hein. Justement, là, ce qu'on vous propose, c'est de vous parler des outils, Les différents des techniques. outils, voilà. Ouais. Je te laisse la main, Nicole. D'accord, merci. Et pour répondre à ça, effectivement, pourquoi on recommanderait un assessment? Finalement, c'est parce que on aura une vue à 180 degrés, une analyse la plus large possible et qui nous permettra d'être au plus près de la réalité du candidat et d'avoir, d'une part, un avis le plus précis sur ce qu'il est et comment il fonctionne, et puis aussi d'avoir des pistes de développement, parce qu'en fait, on n'a jamais non plus le candidat qui convient complètement, et si on sait dire que sur la compétence organisée, il a quelques manquements, et pourquoi, on pourra l'accompagner. Donc, je veux bien, Aurélie, que tu passes au slide suivant pour voir ensemble, finalement, ce que sont les outils et les techniques d'évaluation et leur niveau de prédiction. En fait, cette étude a été faite par le centre de R&D de Hudson en Belgique et très intéressante, est à remettre dans un contexte, mais très intéressante parce qu'on voit qu'en termes de prédiction, l'entretien classique, on va dire que l'entretien classique a un niveau de prédictivité qui est assez bas, en fait, parce que on est sur du déclaratif. Alors, bien sûr, on va poser quelques questions, mais on aura du mal à sortir du déclaratif. Ce sera non vérifiable. On aura aussi pas mal d'angles morts qu'on ne pourra pas éviter. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est un peu le lieu de la subjectivité, même si on s'en défend. Et il est dit aussi que c'est peut-être un peu caricatural, mais ça reste un peu vrai quelque part, que les 2 premières minutes de l'entretien sont essentielles et qu'on sait déjà si on va le prendre ou non. Et ça reste vrai quelque part sur un entretien de type classique. On prend alors les références, en termes de prédictivité, c'est pas très élevé non plus, parce qu'il y a un effet de halo. Les gens se souviennent plus complètement, n'ont pas forcément envie d'aller dans du négatif, ou s'ils le vont très loin, c'est aussi un peu suspect. Et puis, donc là aussi, on a des difficultés à être objectif. Et puis, les références, la personne a été comme ça dans un environnement donné et la transposer ailleurs peut faire qu'elle aura des comportements différents. Laissons-lui cette
possibilité, cette ouverture. Donc, le niveau de prédictivité est assez bas. On monte dans la graduation avec l'entretien basé sur les compétences. Donc là, c'est un entretien semi-directif, où donc on entre dans une démarche plus d'un entretien en entonnoir, où on va vérifier sur chaque compétence, et on fait ce que dit Aurélie, on va demander des exemples concrets pour qu'ils puissent nous dire factuellement sur telle compétence, sur la compétence décidée, eh bien, il a décidé comment dans telle situation où c'était compliqué, des acteurs qui étaient contre lui et qu'il a dû prendre la décision. Donc, l'entretien basé sur les compétences a un niveau de prédictivité qui est beaucoup plus important. Si on y ajoute les questionnaires de personnalité, des tests d'aptitude, ceux qui sont sur le marché ont un grand niveau de fiabilité pour la plupart d'entre eux. Ils ont un peu limité la désirabilité sociale et donc on a affaire à des questionnaires qui ont un bon niveau de fiabilité. Et on termine là par l'Assessment Center, qui est finalement l'addition de certains de ces outils et qui nous permet d'avoir le plus large scope, puisque dans un Assessment Center, on a l'entretien basé sur les compétences, on a normalement une fiche de poste basée sur des compétences et puis quelquefois des questionnaires de personnalité et des tests d'aptitude. Donc, on pourrait discuter longtemps sur ce document à la marge, sur les références, sur les questionnaires de personnalité, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce matin. Et je voudrais repasser la parole à Aurélie pour lui dire comment, chez DVA, on peut vous aider autour de ce sujet de l'évaluation des soft skills. Peut-être pour compléter sur quand même ce graphe, l'Assessment Center, la différence aussi, c'est la mise en situation. Oui, la mise en action de la personne, c'est vraiment l'élément, je dirais, complémentaire. Donc ça, c'est un premier élément qui explique le degré de prédiction plus solide. Et le second, comme le disait Nicole, c'est qu'en fait, c'est une multitude d'outils. C'est certainement ce qu'il y a à retenir, je pense, de ce graphique, enfin de cette infographie, c'est que plus vous allez multiplier les outils mis à disposition et plus vous vous assurez une évaluation objective. Qu'on l'appelle Assessment Center ou différemment, mais c'est important de multiplier voilà, les sources d'informations pour parvenir à la vision la plus juste et la plus objective du collaborateur ou du candidat que vous avez à évaluer. Pour répondre du coup à ta question, Nicole, comment est-ce que nous, on peut vous aider? Alors, on est en mesure de vous accompagner sur l'ensemble des étapes que nous avons précédemment présentées. Donc, sur la partie, on va dire, conseil, c'est qu'on accompagne nos clients sur la construction de profils de compétences. Alors, pour une fonction cible, mais également de façon plus large. C'est-à-dire, on est en mesure de les accompagner pour définir des dictionnaires de compétences où là, on va retrouver des compétences par niveau de responsabilité pour, comme le disait Nicole tout à l'heure, que finalement, cette notion de compétence, elle s'intègre dans tout l'écosystème de l'entreprise et qu'on comprenne bien, qu'on ait une vision globale, en fait, des compétences et des prochaines étapes. Quelle est l'étape supplémentaire sur cette compétence que je dois développer si je souhaite aller sur un niveau de responsabilité plus important? On propose aussi des formations. Alors, on vous a cité quelques exemples, formation au biais cognitif pour justement éviter cette subjectivité. Il faut avoir conscience qu'on a tous des biais cognitifs et c'est normal. Cette formation, c'est pour nous aider à les identifier, les comprendre et mettre en place des solutions pour limiter leur incidence sur notre appréciation, notre évaluation. Formation à l'entretien basé sur les compétences également, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et enfin, sur les assessment centers, alors nous,
des programmes adaptés en fonction des besoins de nos clients, des compétences qui sont à évaluer. On anime évidemment des sessions, que ce soit des sessions individuelles ou collectives d'Assessment Center. Et enfin, on peut former aussi vos équipes, les équipes de nos clients, à l'observation et à l'évaluation par la mise en situation, qui est une posture et une démarche différente et complémentaire de ce que l'on peut mettre en place dans un entretien, même un entretien basé sur les compétences. C'est deux approches différentes. Donc voilà pour vous présenter en quelques mots ce qu'on peut faire. Et bien sûr, on est à votre disposition si vous avez des questions sur des éléments qu'on a partagés ou sur ce que l'on pourrait mettre en place avec vous. Quelques conseils de lecture, c'est notre habitude en fin de webinaire. Et maintenant, comme le temps a bien filé, je vous propose de passer directement aux questions, si vous en avez toutefois. On est à votre écoute pour toute question. On voit sur le chat que tout le monde doit partir. Oui, malheureusement, c'était un sujet vaste. Nous avons peut-être été ambitieuses. Quelqu'un demande la référence de l'étude. En fait, elle était faite en interne par le groupe Hudson et par le service R&D. Et je ne pense pas qu'elle soit communicable, en fait. On va se renseigner. On va se renseigner. D'autres questions, remarques, n'hésitez pas. Puis Nathalie dit merci beaucoup pour cette conférence. Aurons-nous accès à la présentation? Vous aurez accès au replay. D'autres questions ou... Non, pas pour l'instant. C'est vrai que les gens doivent partir. Bien sûr. Il est 10h10. Ce qu'on vous propose, c'est que de toute façon, vous avez tous nos coordonnées dans l'invitation LinkedIn. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement, Nicole ou moi ou Alexandra qui n'était pas présente, mais qui est bien sûr totalement partie prenante. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après, si vous souhaitez échanger. Nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager sur ces sujets qui nous passionnent. Qui nous animent. C'est ça, absolument. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, on vous remercie tous, c'est ça Aurélie, hein? On vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire. C'était effectivement un plaisir de partager avec vous. Et donc, à la prochaine fois, on a une date qui est presque prise et on va vous la communiquer bientôt, je crois. On réfléchit encore un peu au sujet. Merci à tous pour votre attention, votre présence et puis on vous souhaite une excellente suite de journée. À très bientôt. Au revoir.